Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la grève massive à venir la semaine prochaine, de violences sexuelles et sexistes, des militaires français au Mali, des Chinois surveillés et des Français qui boivent trop d'alcool. Et à noter que cette vidéo est sponsorisée par personne. Et oui, voilà, c'est tout, on peut commencer. La première actu concerne donc le Mali où 13 militaires français de l'opération Barkhane sont morts lundi 25 novembre lorsque leurs 2 hélicoptères sont entrés en collision. C'est l'une des plus grandes pertes pour l'armée française depuis un attentat à Beyrouth en 1983 qui avait fait 58 morts. La France intervient au Mali depuis 2013 et dans l'ensemble de la région depuis 2014 pour arrêter la progression de groupes djihadistes. Des groupes terroristes liés à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda au Maghreb islamique sont très présents dans la région du Sahel. Le Sahel couvre notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, Niger et la Mauritanie, une région au total aussi grande que l'Europe. Avec 4500 hommes, c'est actuellement la plus importante opération extérieure de l'armée française. L'ONU intervient aussi dans la région avec la mission MINUSMA et ses 13 000 soldats depuis 2013, mais c'est bien surtout la France qui est sur le devant du front. Concrètement, l'opération Barkhane a 2 objectifs, traquer les mouvements djihadistes en soutenant la population et former les armées locales à la lutte antiterroriste. Mais cette mission est de plus en plus critiquée, déjà parce qu'elle coûte cher à la France, 700 millions d'euros chaque année, et ensuite parce que les groupes terroristes sont toujours présents et dangereux sur le terrain. Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il était prêt à revoir les modalités d'intervention de la France au Sahel et a demandé à ses alliés une plus grande implication contre le terrorisme. Jeudi, l'organisation État islamique a affirmé avoir provoqué la collision entre les 2 hélicoptères français, ce que dément le général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises. La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. A noter aussi que les boîtes noires des hélicoptères vont être analysées afin de pouvoir éventuellement récupérer des détails. Bref, une cérémonie d'hommage national aura lieu demain aux Invalides à Paris et donc on suivra tout ça. Avant de passer aux autres sujets, on va parler désormais de la situation des Ouïghours, une ethnie musulmane du nord-ouest de la Chine persécutée par le gouvernement chinois. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'en ai même fait une vidéo dédiée il y a quelques mois, mais cette semaine, le journal Le Monde détaille comment la Chine espionne la population pour repérer les Ouïghours et les arrêter. En fait, ce filtrage de la population se fait grâce à une plateforme numérique de renseignement que Human Rights Watch étudie depuis mai 2019. Des infos comme la taille, l'adresse, le groupe sanguin et même la couleur de la voiture des personnes y sont répertoriées. L'objectif est de détecter les Ouïghours et de les arrêter, et pour obtenir ces informations sur la population, Pékin a recours à la reconnaissance faciale et à des interrogatoires de police, entre autres. Il existe même des renifleurs de réseau, c'est-à-dire des bornes qui collectent les données des smartphones quand on la traverse lors d'un contrôle par exemple. Selon des chiffres repris par l'ONU, c'est plus de 1 million de Ouïghours sur une population totale estimée à 11,5 millions qui seraient détenus dans des camps de détention qui sont en fait des prisons ou des camps de travail. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur les Ouïghours, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, donc une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la voir. De manière plus générale, la Chine a instauré un vaste système de reconnaissance faciale pour surveiller la population. Depuis 2014, dans plusieurs villes de Chine, il existe même un crédit social, c'est-à-dire une note attribuée aux citoyens par rapport à leur attitude en société. Ces informations sont collectées grâce aux réseaux sociaux et via les caméras de surveillance intelligentes. Si vous fumez dans un espace public, buvez trop d'alcool ou encore jetez un papier par terre, votre note sociale peut baisser et vous empêcher de prendre l'avion par exemple. Bref, je vous passe les détails, mais le gouvernement chinois veut équiper tout le pays de ce système d'ici à la fin de l'année 2020. On continue les actus de la semaine en parlant de violences sexistes et sexuelles. Samedi dernier avait lieu la marche annuelle contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif féministe Nous Toutes. Près de 50 000 personnes ont défilé à Paris à cette occasion, selon un comptage indépendant du cabinet Occurrence, et des milliers de personnes ont également défilé dans d'autres villes de France. On peut d'ailleurs noter au passage que c'est beaucoup plus que l'année dernière, puisque la police l'an dernier avait décompté 12 000 participants et le collectif en revendiquait 30 000. Cette marche visait en fait à rappeler que 138 féminicides avaient eu lieu en France depuis le début de l'année. Autrement dit donc, 138 femmes ont été tuées depuis janvier car elles étaient des femmes et donc pas pour une autre raison. Je sais que c'est une définition qui est pas toujours très bien comprise, donc dans la description je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus, mais en gros, une femme tuée dans le cambriolage d'une bijouterie ou alors dans un accident de voiture, n'est pas considérée comme victime d'un féminicide. A l'inverse, une femme tuée par son ex ou encore par son conjoint, c'est un féminicide. Bref, suite à cette marche et dans le cadre du Grenelle des violences conjugales lancé début septembre, le gouvernement a détaillé 50 mesures. D'abord, d'après eux, le budget alloué à l'égalité
l'égalité femmes-hommes en 2020 sera de plus d'1 milliard d'euros. Édouard Philippe a notamment annoncé la proposition d'un texte au Parlement pour suspendre l'autorité parentale de pères violents. Deuxième annonce, une formation obligatoire sur l'égalité entre les filles et les garçons va aussi être mise en place pour les enseignants des écoles. Le Premier ministre a aussi parlé d'offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical quand cela pourrait sauver des vies. Autrement dit, pour faire très simple, il pourrait alerter la justice si une femme risquait de mourir sous les coups de son conjoint par exemple. Le gouvernement va aussi créer des centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales et enfin la ligne d'écoute consacrée aux victimes de violences conjugales, le 3919, fonctionnera désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais de leur côté, les assos féministes n'ont pas été convaincus par ces annonces. En effet, d'après elles, certaines des mesures annoncées existent déjà, notamment la levée du secret médical en cas de danger de mort. Au-delà de ça, le budget alloué à l'égalité femmes-hommes en 2020 a également été pointé du doigt par le Sénat. Selon le Sénat, il serait en réalité de 557,8 millions d'euros et non pas 1 milliard comme le gouvernement l'a annoncé lundi. On continue avec la grève du 5 décembre. Comme vous le savez, plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à faire grève contre la réforme des retraites jeudi prochain. La grève concerne les secteurs des transports, de l'éducation, de l'énergie, des carburants, des déchets, de l'automobile, des hôpitaux, de la justice et de la police. Bref, le pays risque d'être à l'arrêt le 5 décembre. À noter d'ailleurs aussi que les gilets jaunes comptent se joindre au mouvement. Cette grève vise notamment la réforme des retraites qui prévoit la suppression des régimes spéciaux. En France, les régimes spéciaux de retraite sont des régimes de retraite dont bénéficient des employés de certaines grandes entreprises publiques comme la SNCF et la RATP ou encore des branches entières comme celles des industries électriques et gazières comme EDF, Engie, etc. Pour faire très simple, ce statut permet de cesser son activité plus tôt et donc de cotiser non pas 43 ans comme c'est la règle, mais moins longtemps. Logiquement, la suppression de ce régime spécial ne fait donc pas plaisir aux employés de ces entreprises. Emmanuel Macron veut ainsi créer un régime universel de retraite pour remplacer les 42 régimes existants actuellement. Cette réforme devrait être votée idéalement à l'été 2020 et entrer en vigueur en 2025. Du coup, la semaine prochaine, jeudi 5 décembre, aura lieu une grève reconductible, c'est-à-dire qui peut être maintenue pendant plusieurs jours, voire semaines. En fait, en réalité, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Elle va particulièrement toucher la RATP et la SNCF et risque donc de produire des perturbations majeures au mois de décembre, surtout pendant les fêtes si elle dure jusque-là. À Paris notamment, toutes les lignes de métro, de tramway, de bus et de RER seront paralysées, excepté les lignes 11 et 14 qui sont automatisées. Du côté de la SNCF, des perturbations devraient affecter le trafic des grandes lignes des TGV et des TER dans 13 régions. Les grévistes auront l'obligation de se déclarer 48 heures avant le début du mouvement et des remboursements seront prévus pour les voyageurs subissant des annulations de trains SNCF. Bref, du coup, voici quelques conseils à appliquer pour éviter les perturbations. Déjà, logiquement, misez le plus possible sur le vélo ou encore le covoiturage si besoin. Attention si vous comptez sur les VTC, puisque lors de la dernière grève, les tarifs des VTC étaient très élevés dû à une forte demande. Enfin, pour ce qui est des trottinettes et autres appareils en libre service, eh bien ils étaient très souvent déchargés à la mi-journée. La dernière actu de la semaine, c'est donc la consommation d'alcool des Français. D'après la Commission européenne, nous sommes le deuxième pays le plus consommateur d'alcool en Europe, juste derrière les Lituaniens. Cette consommation élevée s'expliquerait notamment par la faible taxation du vin dans notre pays. En 2017, la consommation d'alcool en France était donc en moyenne de 11,7 litres d'alcool pur par adulte. En comparaison, les Suédois sont parmi les plus faibles consommateurs d'alcool en Europe, avec 7,1 litres d'alcool par adulte en moyenne chaque année. La seule bonne nouvelle, c'est que cette forte consommation française a tout de même tendance à diminuer. Elle était de 23,2 litres en 1970, de 20,1 en 1980, de 15,4 en 1990 et donc de 11,7 litres aujourd'hui. Selon Santé publique France, eh bien un Français sur 10 en boit tous les jours et c'est ces 10% de gros consommateurs qui boivent à eux seuls plus de la moitié de l'alcool vendu en France. A noter tout de même que l'alcool est responsable chaque année de 41 000 morts en France. Mais toujours au sujet de l'alcool, eh bien une polémique a agité le secteur récemment. En fait, on devait normalement avoir droit début 2020 à un mois sans alcool, une sorte d'opération officielle de sensibilisation sur les risques de l'alcool et appelant à ne pas boire au moins pendant un mois. Mais le truc, c'est que le projet a été annulé. Les assos et des addictologues ont accusé le gouvernement d'avoir abandonné le mois sans alcool sous la pression des lobbies de l'alcool et notamment de l'asso national des élus de la vigne et du vin, l'ANEV. L'ANEV a notamment tweeté face à l'inquiétude des professionnels et des élus du vin, Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aura pas de janvier sec. Cela dit, ça n'a pas été confirmé ni infirmé par l'Elysée. En tout cas, si vous voulez participer au mois sans alcool, eh bien ça reste possible puisque la fédération Addiction a donc décidé d'organiser son propre janvier sobre. Cette initiative privée a été lancée et soutenue par des assos de patients. J'essaie de plus vous spammer avec ça tout le temps au milieu de la vidéo, du coup j'en parle maintenant. Vous le savez, pour suivre
suivre l'actualité au quotidien, ça se passe directement sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Vous êtes quasiment 250 000 à nous lire chaque jour sur Instagram, ça fait super plaisir, c'est une façon rapide et facile de s'informer, donc pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine c'est le suivant, avez-vous l'impression de boire trop d'alcool? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. De mon côté je crois que j'ai tout dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et puis on se dit à très vite.